Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilev, vous écoutez NoTube, un podcast de Binge Audio. C'est le 7e épisode, le premier de 2018, alors je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez bien réveillonné. Et pour bien démarrer, on parle de cinéma, de fiction, de court-métrage, car oui, certains pensent que ça n'existe pas sur YouTube. Et pour m'accompagner au poste de chroniqueuse, Perrine Signoret, tout va bien depuis l'année dernière ? Ça va, tout va bien. Et de l'autre côté de la table, je suis très heureux d'accueillir un pionnier du YouTube français, Julien Josselin, bienvenue. Salut. Est-ce que, alors pour commencer, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais sur YouTube ? Voilà, Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que tu es présent sur oui, Internet. je fais partie des dinosaures d'Internet, ça y est maintenant je crois. J'étais là au tout début des connexions avec des tout petits débits. Et voilà, et donc depuis peu, maintenant j'en ai fait mon métier. Enfin depuis peu, ça fait quelques années maintenant. Hein. Et donc voilà, je suis comédien, scénariste et quelquefois réalisateur sur Internet principalement, même si maintenant du coup j'élargis à pas mal d'autres médiums. Et pour ceux qui connaissent, tu étais à l'origine aussi, avec tes camarades, des Suricates, qui Notamment, ont produit énormément de vidéos et un film. On en Exactement. parlera Ouais. tout à l'heure. On va commencer cette émission avec l'actualité et une chronique de Perrine Signoret présente ici. Tu vas nous expliquer pourquoi YouTube essaye de devenir un réseau social. Oui, enfin je vais essayer. En gros, l'histoire, c'est que YouTube a fait fin novembre donc toute une petite série d'annonces qui laissent penser effectivement que donc, la plateforme se rapproche un petit peu du modèle à la Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, je ne vais pas tous les faire. Et donc ces annonces, en fait, il y a d'abord la création d'un espace communauté. Donc c'est en fait, il est déjà actif aux États-Unis depuis 1 an. Il est testé actuellement par quelques utilisateurs en France. Et c'est un petit onglet, en fait, comme les onglets vidéo, playlist, à propos que vous voyez sur les chaînes des vidéastes que vous suiviez. Donc à l'intérieur, en fait, c'est une sorte de fil d'actualité qui alimente les vidéastes. Ils peuvent poster des photos, un peu comme sur Facebook, en fait, des textes, des images, des gifs, d'autres contenus. Je ne sais pas si on dit gif ou gif et ça m'angoisse. GIF. Et, Je ne juge et pas. les abonnés pourront mettre des likes, des commentaires, coucou Facebook. Et donc pour l'instant, c'est réservé aux créateurs de plus de 10 000 abonnés et ça pourra peut-être évoluer éventuellement. Alors justement, donc, quand YouTube a commencé à tester l'onglet communauté, le vidéaste Farod a donné son avis sur le sujet. YouTube ne servait seulement qu'à faire des vidéos et à partager la passion des vidéos. Mais après, tous les vidéastes, vous l'avez tous entendu au moins une fois, chaque vidéaste dans le monde entier a dit au moins une fois, si vous voulez en savoir plus sur moi ou alors suivre un peu plus mon actualité et mon univers, suivez-moi sur Facebook et Twitter, je suis très actif là-bas, je parle plus, je raconte ma vie, C'est le cas, c'est vrai. Et c'est vrai que cette option n'existait pas sur YouTube. Et c'est ce que Google veut changer maintenant. Ils veulent concurrencer les Twitter et Facebook et proposer aux vidéastes de directement dire ce qu'ils ont à dire sur le site de YouTube au lieu d'aller rediriger les abonnés sur des Twitter et des Facebook. Voilà, donc dans cette même idée, il y a une autre nouveauté qui a été annoncée en même temps. Ça s'appelle les Reels. Je suis désolée, je le prononce à la française. Ça veut dire bobine en français. Concrètement, c'est un nouveau format vidéo, des petites vidéos de maximum 30 secondes. C'est pas sans rappeler les stories Snapchat, Instagram, sauf que cette fois, c'est pas éphémère. C'est la petite différence entre les deux. Et encore une fois, c'est en version test bêta pour quelques utilisateurs. C'est pas encore accessible à tous. Donc pour YouTube, l'objectif est, je cite, de créer des liens qui vont bien au-delà de la vidéo. Donc l'intérêt, c'est, comme le dit Farod, que les gens restent sur YouTube au lieu d'aller sur Snapchat, Instagram, Facebook. Voilà. Toi, Julien, tu es présent sur différents réseaux sociaux, comme tes camarades. Est-ce que ces nouveautés-là pourraient t'inciter à publier plus sur YouTube, quitte à délaisser d'autres réseaux ou pas ? Ouais, je pense totalement. Moi, j'ai découvert la fonction quand tu m'as dit que ce serait au sommaire. Écoute, et j'ai testé d'ailleurs. J'ai testé depuis puisque j'ai pu tester le truc et j'ai publié VIP. une photo. Voilà, VIP. Donc j'ai publié une photo et en effet, c'est vraiment similaire à Facebook. Sauf que moi, Facebook, je comprends pas. Et puis maintenant, il faut payer et tout, tu sais, pour toucher toute ta communauté. C'est assez compliqué, Facebook. Et donc, je trouve ça plutôt bien. Surtout que moi, personnellement, en tout cas, c'est là que j'ai le plus de gens qui me suivent. En fait, YouTube, c'est vraiment là où il y a le plus de gens. Donc justement, je cherchais une manière de dissocier un petit peu les contenus de la vraie vie, entre guillemets, tu vois, où tu t'exprimes, tu parles aux gens directement en tant que toi, et les contenus de fiction, tu vois, que je publie directement sur la chaîne. Donc j'ai l'impression que ça, c'est une bonne alternative à Instagram, tout ça, même si moi j'aime beaucoup Instagram, c'est un très bon outil, je trouve, quoi. Mais voilà, on sait pas, ouais, j'ai l'impression qu'ils arrivent avec un truc qui est bien ficelé quand même, donc ça peut être intéressant.
L'autre actualité dont je voulais vous parler concerne les vidéos les plus vues en France en 2017. Et là, je mets à part les clips musicaux, évidemment. Donc YouTube a sorti sa liste et on retrouve, comme en 2016, à peu près les mêmes vidéastes. Donc évidemment, Cyprien, Norman, Squeezie, Natou, mais aussi l'Hollywood ou le Palmacho, qui sont des habitués maintenant. Et donc le nombre de vues de ces vidéos varie entre plus de 20 millions de vues et 5 millions. Il y a un petit amateur quand même qui a réussi à se hisser dans ce classement et voilà, je suis même pas désolé de vous le faire réécouter en fait. Voilà, Perrine a un peu plus rigolé que Julien. Non, Je me suis dit une dernière fois comme ça. Je l'ai pas découvert si tu veux. Ah mince, du contenu original. Alors, donc, si je parle de ça aussi, c'est parce que la vidéo la plus vue donc, s'appelle Overwatch Rap Battle. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée sur la chaîne de Squeezie qui est consacrée au jeu Overwatch. Et donc, c'est une vidéo sponsorisée, payée par l'éditeur de jeu Blizzard qui a permis la réalisation de ce clip-là. Donc, c'est une énorme production avec des effets spéciaux, des costumes, une musique composée notamment par PV Nova, et il y a Julien Josselin ici présent qui a participé à ce clip. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que comme je disais c'est une grosse production quoi. Ouais, ça a pris beaucoup de temps. Moi, j'ai joué un rôle dedans. J'ai joué Chacal, aka Junkrat, pour ceux qui jouent en VO, qui est un très bon jeu au passage. On peut le dire. Overwatch, je passe mes nuits dessus. C'est beaucoup trop chronophage. Mais ce message n'est pas sponsorisé. Non, même pas. Tu vois, c'est cadeau. C'est cadeau pour Blizzard. Mais non. Et justement, j'ai découvert le jeu. À ce moment-là et donc c'est Squeezie qui nous a contactés avec Valentin Vincent et PV Nova pour qu'on l'aide à écrire le rap en fait, donc voilà, on a écrit le rap avec l'aide précieuse de PV Nova qui est un musicien beaucoup plus avéré que nous, mais non, c'était très très cool, très bien, très intéressant de travailler là-dessus. Moi le rap c'est pas du tout mon domaine de prédilection, donc c'était très chouette de s'aventurer là-dedans. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on connaît les mécaniques pour faire des blagues, etc. Donc, c'était pas non plus si éloigné que ça. Et voilà, donc après, ensuite, pour le tournage, j'ai interprété un des personnages. Donc, oui, c'est un espèce de clash à la Epic Rap Battle of History, pour ceux qui connaissent un petit peu. Après, voilà, on n'a pas inventé les rap contenders, hein, voilà, tu vois, c'est vraiment un clash de rap. Mais non, on a pris beaucoup de plaisir à se retrouver sur le tournage après en cosplay, comme on dit, déguisé dans les personnages. Et ça a duré combien de temps concrètement ça n'a pas duré juste une après-midi entre deux cafés je me souviens plus très bien, c'est 2 ou 3 jours. Le tournage c'est quand même très serré, mais c'était une grosse prod en effet quand même, et surtout c'est la post-production qui a mis beaucoup de temps. C'est une des seules fois je pense où une vidéo si courte a mis autant de temps. On a dû la tourner en novembre, elle a dû sortir en mars ou février, je sais plus, un truc comme ça. Donc c'était vraiment on a attendu, on se disait mais qu'est-ce qui se passe, et oui en fait ils recréent tout le jeu, ils font des décors et tout, ils ont recréé les décors, ils ont recréé des personnages en 3D du jeu, enfin c'était assez incroyable. Et on peut dire que ça a payé puisqu'il y a 26 millions de vues. On attaque maintenant le sujet principal de cette émission, la première donc de 2018, à savoir la création de fiction sur YouTube et comment on est passé un peu du fast-cam des débuts au court et long métrage que l'on connaît aujourd'hui. Donc Julien, simplement pour commencer, toi à tes débuts, c'était début des années 2010, je pense à peu près. Ouais, même avant, 2005, 2006, un truc comme ça. Genre Dailymotion, c'était genre. Oui, voilà, c'était 2005, 2006. Ouais. Et tu as commencé dès le début à faire des vidéos. Ouais, dès l'arrivée de Dailymotion, tout le monde le sait pas forcément, mais j'avais une chaîne qui s'appelait Cloug. C'était comme dans le Père Noël est une ordure, comme le gâteau pas très bon. Et c'était une référence à ça. Et c'était avec des potes, d'ailleurs, qui bossent encore avec moi pour certains, pour la plupart même. Et on se retrouvait dans notre jardin et on faisait des sketchs totalement improvisés. Ouais, un petit peu comme j'ai relancé, tu vois, avec Jam récemment, sauf que maintenant on le fait de manière professionnelle. Ouais. Mais donc non, on se retrouvait l'après-midi, c'était notre activité, quoi. C'était comme jouer au foot, on faisait des vidéos. Et en effet, Dailymotion est arrivé, et donc on s'est dit que c'était un bon moyen pour les envoyer et les montrer à nos potes plus facilement que de les mettre sur des CD, quoi. Tu dis que c'était improvisé, c'était genre vous écriviez pas du tout les sketchs et tout? Non, on écrivait dans l'après-midi, on se disait on pourrait faire ça. Des fois on avait une idée, tu vois, on se disait on pourrait faire une parodie de tel truc, etc. Mais c'était très flou. L'idée c'était de s'amuser l'après-midi et puis on montait dans la nuit et puis le lendemain matin on montrait ça à nos parents et ils se marraient, quoi. C'était vraiment ça l'idée de base, quoi.
Et petit à petit, ça s'est professionnalisé, mais malgré nous, quoi. Enfin, Oui, voilà, on va y revenir juste après. Mais simplement, il y avait donc. Tu faisais notamment beaucoup de face caméra où je me rappelle une vidéo sur Harry Potter où tu racontais tout ce qui n'allait pas dans Harry Potter. Mais en parallèle, on a vu tout un faisceau de création de web-séries qui ont commencé à émerger. Et simplement pour resituer un petit peu, je voulais vous faire écouter un extrait du Visiteur du futur de François Descraques. Donc c'est le premier épisode mis en ligne en 2009 et c'était sur Dailymotion. Voilà, c'était vraiment une autre époque. Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi ? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol. T'as envie de pisser, toi ? C'est qu'une canette. Seulement voilà! La présence de cette canette va entraîner d'autres gens à vouloir lancer leur canette dans la poubelle et ils vont tous rater. Chais! Et plus le tas de canettes va grandir, moins les gens feront attention à mettre leurs détritus dans la poubelle, ce qui aura pour conséquence de créer le plus grand tas de détritus du monde. Un tas qui ira de Porte de Montreuil jusqu'à Porte de Bercy. Donc voilà, donc si vous voulez suivre un petit peu et regarder le Visiteur du futur, si vous ne connaissez pas, il y a énormément d'épisodes, énormément de saisons qui sont disponibles sur Internet. Là, dans la vidéo, on le voit pas parce qu'il n'y a pas l'image, mais c'était tourné dans les bois avec une caméra qui était encore pas d'énorme qualité, etc. Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, au début des années 2010, on réalisait concrètement des web-séries, parce qu'il fallait quand même des moyens. Ouais, et on n'avait pas beaucoup d'argent, enfin personne n'avait d'argent à l'époque, et donc en effet c'était à l'époque de la mini DV, c'était encore des cassettes, on tournait tous pour la plupart sur des cassettes, des bandes magnétiques un peu réduites, quoi, des caméras pas si grosses qu'à l'époque de nos parents, mais qui étaient quand même encore complexes, et puis il fallait ensuite un magnétoscope pour faire la capture, etc. C'était pas accessible... autant accessible à tous que maintenant où tout le monde a des iPhones et peut tourner avec des iPhones. C'est sûr qu'il y a eu déjà un petit décalage générationnel là-dessus. Et donc oui, moi c'était avec la caméra de mon père qu'il a fini par me filer parce que je l'utilisais plus que lui. Gentiment, il a bien fait, ouais, c'est gentil. Et donc on tournait ça, ensuite on digitalisait, comme on dit. Enfin, c'était un processus qui était un peu plus complexe que tu pouvais faire en tant qu'amateur, mais forcément le rendu n'était pas du tout optimal. Ensuite en post-production, le montage, les effets spéciaux, tout ça c'était assez archaïque pour l'époque quand même. C'était le début du montage sur PC, etc. Et nous on n'avait pas accès au logiciel professionnel qui coûtait très cher, donc tout le monde montait sur Movie Maker, sur Windows, tout ça. Donc Pinnacle pour ceux qui connaissent, enfin il y en a plein de noms comme ça. Chacun avait son petit logiciel plus ou moins pété, quoi. Et donc ouais, non, mais d'ailleurs c'était une belle époque. Moi j'aime beaucoup l'époque Dailymotion. C'était une époque où en fait tous les créateurs de vidéos faisaient des vidéos et étaient regardés uniquement par d'autres créateurs de vidéos, en fait, parce que c'était pas un truc qui était utilisé massivement par tout le monde. C'était vraiment, notamment sur Dailymotion, où il y avait des choix éditoriaux, il y avait des choix de, typiquement le Visiteur du futur, tu vois, je l'ai découvert sur la homepage de Dailymotion, où il avait été mis en avant par l'équipe de Dailymotion qui disait regardez, ça c'est intéressant. Et donc je l'ai découvert là-dessus. Et donc la homepage de Dailymotion, c'était un gros truc. Fallait être sur la homepage de Dailymotion, choisie par Dailymotion, tu vois. Tu faisais peut-être 25 000 vues, c'était incroyable, tu vois. Et donc non, c'est vraiment une autre époque, et maintenant ça s'est professionnalisé. Et puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on en est revenu à la fiction. Moi-même j'ai commencé par de la fiction, des courts-métrages, des parodies, et au bout d'un moment tu te rends compte que t'as pas les moyens de rendre ça crédible, mis à part quand t'as une idée brillantissime comme Les Visiteurs du futur, où tu fais une série qui voyage dans le temps mais qui se passe dans le présent. C'est ça leur idée géniale en fait, c'est ce qui permet de le faire avec les moyens qu'ils avaient. Et sinon si t'as pas une idée comme ça, tu te rends compte que tu peux pas vraiment faire ce que tu voulais écrire. Du coup, tu te mets à faire des trucs que tu peux réaliser avec les moyens que tu as. Et les moyens que tu as, c'est une caméra et toi. Du coup, un facecam, ça s'impose assez vite. Moi, c'est l'évidence qui s'est imposée quand j'ai vu Norman et Hugo faire leur premier facecam. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. C'est les seuls trucs qu'on a, c'est ça, donc il faut faire ça en fait. Et tourner dans la rue, parce que moi, je sais que si je sors une caméra dans la rue et que je commence à filmer mes potes déguisés et que je commence à crier, etc., parce qu'il y a pas le public, les gens qui passent, et il n'y avait pas ce côté-là un peu intimidant au début de se dire, de sortir de chez soi et de filmer dans un environnement où d'autres gens pouvaient regarder, ne pas comprendre ce qui se passait. Sur Internet, tu veux dire d'être non, enfin dans la vraie vie, enfin je veux dire dans la vraie vie de tourner, d'être jugé par les gens. Voilà, d'être un peu, je sais pas, qu'il y a un regard un peu interloqué au moins par des passants. Après, moi, j'ai grandi vraiment dans la campagne, quoi. Donc les passants, c'était mes voisins, quoi. Non, ouais, il y en avait très peu. Vraiment 600 habitants, moi, l'école, pardon, la ville dans laquelle j'ai grandi, donc vraiment très peu de voisins. Et donc c'était vraiment les vaches, quoi, du champ d'à côté qui nous regardaient. Donc ça va, elles jugent assez peu les vaches.
Pratique. Et comment vous avez appris finalement à faire, à tout scénariser aussi. Je sais pas, c'est peut-être inné chez vous, mais. Non, pas du tout. Regarde nos premières vidéos, s'il te plaît. Parce que et regarde les prochaines aussi, j'espère. Mais je regardais pas trop à l'époque, hein, j'étais toute petite. Mais oui, parce que tu disais effectivement qu'au début, vous réfléchissiez à ça dans l'après-midi, mais effectivement, comment c'est venu cette pratique de l'écriture, des dialogues, des blagues? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Hein, mais non, mais c'est assez vrai dans la vidéo, et c'est assez vrai pour beaucoup de créateurs qui en ont fait leur métier sur Internet maintenant. C'est que il faut faire des vidéos pour apprendre à en faire. Par contre, t'es pas obligé de savoir en faire pour commencer. Tu peux apprendre au fur et à mesure. Nous, c'est ce qu'on a fait. Tu te lances, tu as une idée simple, tu veux juste rigoler avec tes copains, c'est pas engageant. Ce qui est compliqué, c'est que maintenant les gens jugent et comparent beaucoup sur YouTube. Nous, on a eu la chance de grandir avec un internet qui était quand même moins regardant, je pense, en tout cas des spectateurs qui comparaient moins, parce que maintenant il y a beaucoup de contenu très produit, très pro quoi, sur YouTube. Début, surtout dès le début des chaînes, c'est ça. Donc du coup maintenant on pourrait comparer facilement, mais bon, moi je pense qu'il y a encore de la place pour beaucoup de gens. Mais non, voilà, des sketchs, on en a fait des centaines et des centaines. Hein. Il y en a qu'on a enlevé d'internet, il y en a qu'on n'a jamais mis, qu'on n'a jamais fini de monter. Enfin, il y en a énormément quoi. Donc c'est sûr qu'au fur et à mesure tu fais des erreurs et c'est t'apprendre de tes erreurs quoi. Tu parlais d'amélioration de la production des vidéos, des moyens, etc. Et justement, j'ai l'impression qu'à partir de, je sais pas, même dès 2012 en fait, il s'est passé quelque chose. Notamment, il y a une vidéo très importante qui a été mise en ligne où toutes les vedettes de YouTube ou presque se réunissaient pour sauver Internet. Ça s'appelait Mission 404. Le peuple frappe les sites du monde entier, mot de passe, mail perso, compte bancaire, tout ce qui était privé ne l'est plus. Si Internet part en couille, c'est qu'il y a une raison. Mon historique a été mis en ligne. Chérie, écoute-moi, je ne connais pas ces sites. Je respecte les animaux. C'est à vous d'intervenir. On a enfin retrouvé le possesseur des codes d'accès à l'arme nucléaire. C'est le petit Julien, 10 ans d'âge mental. Nous ne savons toujours pas ce qu'il compte en faire. Le petit Julien peut nous faire péter à tout moment. Alors il faut agir vite. Votre mission est simple. Entrez dans l'Internet, neutraliser la menace et rester vivant. Alors, avant de revenir en détail sur cette vidéo et comment elle a pu être financée, réalisée, comment, selon toi, Julien, il y a eu une amélioration de la production, une vraie montée en gamme des contenus de fiction? Deux choses, je pense. L'exigence déjà des spectateurs et des créateurs qui forcément montent au fur et à mesure. Hein. Plus tu crées, plus tu as des exigences envers toi-même. Plus tu suis quelqu'un, plus tu as des exigences envers la personne que tu suis. Donc je pense que déjà les gens essaient d'élever le niveau, tu le vois avec les histoires du futur, hein, où chaque saison, même dès la saison 2 qui est toujours autoproduite, il y a une différence gigantesque avec la première. Et ensuite c'est l'arrivée aussi de l'argent quoi, tout simplement, hein, sur Internet, qui forcément amène des producteurs, qui du coup amènent de l'argent, qui permet d'avoir plus de moyens, d'avoir des accessoires, des meilleures caméras, etc. Et donc forcément c'est sûr que ça crée quand même une différence. Ouais. Oui, parce qu'effectivement donc, cette vidéo Mission 404 a été rendu possible grâce à Orangina qui a publié donc la vidéo sur sa chaîne et voilà, donc effectivement tu peux peut-être en dire un mot, mais sans l'apport d'Orangina il n'y aurait pas eu de façon de financer ce type de contenu qui était très très fouillé, très travaillé. Ouais, bien sûr, et même avant du coup l'arrivée d'Orangina, s'il n'y avait pas eu Studio Bagel et Golden Moustache pour créer ces deux studios là, du coup respectivement M6 qui a créé Golden Moustache et puis Lorenzo Benedetti qui a créé le studio Bagel qui a ensuite été racheté par Canal+. S'il n'y avait pas eu ces groupes là, il y en a eu plein d'autres, hein, des chaînes produites, ça aurait jamais intéressé Orangina. Donc tout ça c'est un petit effet boule de neige où il y a des premiers producteurs qui ont envie d'y croire, d'essayer d'investir dans Internet à perte, hein, parce que forcément le début c'est investi à perte. Je pense qu'il y a des studios maintenant qui sont très rentables, mais en tout cas au début fallait prendre le pari quoi, parce que même encore aujourd'hui c'est très instable l'économie sur Internet. C'est encore vraiment naissant quoi. Les networks ils peuvent pas aider là-dessus Justement moi là ça s'organise un petit peu, tu vois, il y a des networks comme on dit, voilà, des réseaux de chaînes qui se créent, etc. Donc maintenant il y a le réseau de chaînes Studio Bagel, il y en a un à Golden Moustache aussi, il y en a beaucoup plus, hein. Je suis pas du tout un spécialiste. Il y en a énormément. Il y a Webedia, tout ça, etc. Donc ça s'organise petit à petit, mais c'est encore vraiment naissant tout ça. Ça fait en effet 5 ans à peu près que ça existe. Donc il y a encore un long chemin à parcourir, mais on est déjà en 5 ans, il y a une grosse différence, c'est sûr. Ouais. Et maintenant, donc sur un plateau Prisme journalisme. Là, sur un plateau de tournage en général, maintenant, il y a combien de personnes? Parce que tu parlais tout à l'heure de prendre la caméra de ton père et d'aller filmer, etc. Maintenant, c'est plus du tout ça. Moi, ce que j'aime bien quand même avec Internet, c'est que, et ce que j'essaie de garder, c'est d'adapter en fait le format, tes moyens au format en fait, tu vois. C'est que justement
vraiment, je trouve que c'est un truc qui est dommage en télévision, où même si c'est un format très simple qui nécessite une seule caméra, un seul axe, tu vois, caméra café ou j'en sais rien, on va tout de suite produire ça à une échelle télé classique, une grande échelle, avec autant d'argent qu'avec un truc, que si on produisait un truc très complexe. Et parce qu'on est habitué à ce niveau de qualité-là, alors que sur Internet, je trouve que encore maintenant, les spectateurs sont habitués à pouvoir regarder une vidéo en face cam d'un mec tout seul chez lui, qui bosse pas dans un network ou quoi, et juste après regarder une vidéo produite par une grosse boîte de production avec un gros niveau, tu vois, de prod et de production value, comme on dit. Les deux peuvent coexister en fait sur Internet, et moi dans mes projets j'essaie d'appliquer ça. Je réfléchis toujours, je me dis est-ce que ce projet-là, il y a besoin de beaucoup d'argent ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'une qualité d'image incroyable, ou est-ce qu'on peut se contenter d'un truc, le fameux 5D que tout le monde utilise partout, le Canon 5D qui a révolutionné un petit peu la vidéo techniquement. Et j'essaie toujours de pas surproduire, parce que déjà on n'a pas d'argent, donc quand on peut pas surproduire, on en profite. Mais donc ouais, c'est ça que moi je trouve intéressant en tout cas, c'est que tu peux adapter quoi. Les gens ils s'en foutent. Sur la chaîne de Norman, je trouve notamment, on le voit beaucoup. Enfin, des fois il fait des sketchs en face cam à l'ancienne, on va dire. Bien sûr. Ouais. Et là pour ses 10 millions, il a fait une production, qui je sais pas combien il y a de personnes derrière, mais ça doit être assez énorme. Je crois il suffit si tu cliques sur la description, tu peux voir la liste des j'ai posts. pas osé dérouler. Des fois, il faut se retenir de dérouler la description parce qu'on apprend des choses. Non, effectivement, il y a une équipe, il y avait potentiellement une vingtaine de personnes. Et j'ai l'impression, tu me donnes ton avis, Julien, que c'est quelque chose qui se développe beaucoup plus et qui est presque naturel dans le cadre de certaines chaînes, certaines productions. Bah oui, sur des grosses chaînes comme la chaîne de Norman ou de Cyprien. Cyprien, il a plus de 10 millions d'abonnés, Norman aussi maintenant. Donc c'est évident que ça touche beaucoup de monde, que ça intéresse beaucoup de gens, donc il y a moyen de faire des plus grosses productions quand il y a besoin, c'est sûr. Mais après, moi, je tourne encore régulièrement avec Cyprien, et en général, même pour un sketch qui a un peu de gueule, on n'est pas non plus... on est, je sais pas, en technicien, il y a genre 4-5 personnes, quoi, tu vois. Il y a un chef de poste, en fait, et puis pour chaque poste, quoi. Mais maintenant, la différence, elle se fait techniquement aussi, où, comme je te disais, le 5D, tout ça, il y a plein d'évolutions technologiques qui ont aussi permis de tout de suite avoir un rendu professionnel beaucoup plus facilement. Même là, tu vois l'émission qu'on enregistre, d'enregistrer avec une aussi bonne qualité que là on a, il y a quelques années, ça aurait été très complexe, tu vois. Maintenant, ça coûte Charles moins cher, qui a pu organiser tout ça et voilà, rendre le son possible. Non mais voilà, tu vois, là on a une qualité radio qui est vraiment la même que n'importe quelle grande radio, tu vois. Et enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression, je suis pas un spécialiste, mais mais j'imagine que c'est la même chose pour le son, tu vois. Il y a quelques années, ça aurait coûté beaucoup plus cher, ça aurait été beaucoup plus compliqué à mettre en place, quoi. Tout ça coûte de moins en moins cher, c'est de plus en plus accessible, donc ça aide aussi à avoir un rendu professionnel qui se rapproche de ce que font les professionnels à moindre coût, quoi. Et peut-être qu'on peut en parler maintenant, parce que tu as un format qui s'appelle donc Jam, tu t'en parlais tout à l'heure, où j'ai l'impression que c'est un peu un moyen d'aller à contresens de la production sur le long terme, avec etc. Où là il y a une espèce d'urgence, au contraire, il faut tourner vite, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe? Ouais. Alors Jam, donc c'est une émission qui se relance parce qu'on avait fait un pilote il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je crois. Qu'on relance là pour une petite saison. Et donc ouais, le concept c'est en gros on se réunit avec une bande d'auteurs comédiens une journée, et on a une journée pour écrire et tourner un sketch avec des contraintes, donc ça va être une phrase à placer, ce genre de truc, quoi. Et donc voilà, on a un décor imposé et on doit y aller, quoi. On doit partir avec des images le soir, quoi. C'est ça le truc, quoi. Perrine, tu avais une question Ouais, c'était par rapport au CNC. Ah oui, voilà. En gros, tu disais justement tout à l'heure que ça se démocratisait pas mal avec des appareils notamment, etc. Et donc il y a quelques temps, je ne sais plus quand ça a été officialisé exactement. C'était début octobre, les aides. Début octobre, il y avait des aides du CNC du coup qui vont être mises en place. Tu penses que ça peut se permettre justement qui sont en place même d'ailleurs, ça y est là. Ouais. Oui, il y a okay, eu les candidatures. Ok, donc du coup, est-ce que tu penses que ça peut permettre justement de trouver d'autres sources de financement ou ça reste encore Ouais, c'est incroyable que le CNC soit enfin, même si c'est un peu tardivement, j'allais dire enfin intéressé à Internet, mais voilà, au moins ça y est. Et en effet, on peut avoir des subventions donc de l'État pour avoir pour financer ces courts-métrages, ou même peu importe, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a de tout sur YouTube, hein. Là, moi je parle de la fiction parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a évidemment de la vulgarisation scientifique, il y a beaucoup de choses, de l'histoire, etc. Donc c'est un très bon moyen en effet d'avoir un peu plus de fonds. C'est pas non plus des aides qui sont au niveau de ce qui peut se pratiquer au cinéma ou à la télévision, mais c'est déjà quand même très intéressant à l'échelle d'Internet.
Il y a 2 ou 3 aides, je me souviens plus, il y en a au moins 2. Et donc c'est intéressant. Il y a les régions aussi qui comprennent de plus en plus qu'Internet c'est du sérieux. Donc tout ça, qui financent du coup le matériel, etc. Qui peuvent subventionner, quoi. Tu vois, comme pour un film où tu vas mettre avec l'aide de Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes, tu vois, par exemple. Et donc ils vont te donner un petit peu d'argent, comme pour quand tu tournes un film chez eux, etc. Et donc tout ça commence à s'organiser. Le CNC c'est très important parce que c'est l'État, quoi, c'est l'argent public, donc c'est vraiment un beau geste et très 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 important comme étape, quoi. Il y avait aussi eu quelques années passées la SACD aussi qui et pour les droits d'auteur, voilà, rémunérer les droits d'auteur aussi pour les auteurs, parce qu'à l'origine tu étais payé en gros quand tu étais auteur, tu étais payé pareil si ta vidéo elle faisait 10 millions ou si elle faisait 1000 vues, quoi. Enfin donc il y avait, alors qu'à la télévision tu es payé en fonction de l'audience évidemment, tu vois. Donc ça ils avaient corrigé ça aussi, même si c'est encore des petits chiffres, pareil, ça se met en place doucement. Mais tout ça rentre dans l'organisation un petit peu d'Internet, c'est vraiment naissant et tout ça va vraiment changer. Nous on est vraiment là sur les fondations, quoi, d'un truc, quoi. Ouais. Alors justement c'est intéressant parce que il y a les Suricates, donc le groupe que tu avais cofondé, en 2015 a sorti un film qui s'appelle Les Dissociés, un film d'1h15, 1h20 je crois, qui a très bien marché, qui a dépassé les 5 millions de vues. C'était en 2015, c'était un YouTube différent, une considération différente, et un projet peut-être aussi qui était compliqué à lancer. Est-ce que déjà de base tu peux nous expliquer un peu l'idée qu'il y avait derrière, l'ambition que vous aviez avec ce film? Ouais, bien sûr. Je vais tousser parce que je viens de faire une répète de mon groupe de punk que j'ai plus de voix. Meilleure excuse. Ça va, ouais. Et oui, bien sûr, je peux t'expliquer. En gros, on était en fin de saison 2 de Suricates. On avait fait 2 saisons de sketch sur Golden Moustache, donc avec mes comparses Vincent Tirel et Raphaël Descraques. Et puis c'était un soir, en soirée, on parlait de nos envies de faire du cinéma. On a tous les 3 grandi avec un rêve de faire du cinéma, écrire et tourner des longs métrages. Et on a eu un peu une révélation après 2 verres d'alcool. On s'est dit mais pourquoi on le fait pas en fait? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, à part la peur de se vautrer? Parce qu'en fait on a les moyens, on connaît les techniciens qui peuvent le faire. On peut le faire dans une économie réduite, tout comme on fait nos sketchs, en serrant un peu plus la ceinture. On peut, si on a une idée qui est simple, qui est pas trop complexe, peut-être tenter de faire quelque chose, quoi. On avait la confiance du producteur de Golden Moustache, Adrien Labastille. On savait qu'il nous attendait pour une 3e saison. On savait qu'on reviendrait pas pour une 3e saison. On voulait pas refaire des sketchs. On s'est dit on peut tenter. On arrive avec un truc. On essaie de lui proposer quelque chose qui tient la route. On serre la ceinture de notre côté, nous, pour pas que ça coûte trop cher, et peut-être que ça peut se faire, quoi. Et nous, on trouvait ça génial d'offrir gratuitement en fait notre premier film, parce qu'on se disait on sait pas si on sait en faire. On sait qu'on a envie d'en faire des films. Ensuite, faire payer une place, tu vois, c'est un gros engagement. Faut être sûr que ton film est bien. En tant que créateur, tu as toujours cette peur-là, est-ce que ça va plaire? Et donc là, le fait de l'offrir, ça nous rassurait un petit peu. On se disait, bon, bah, c'est gratuit en fait, ils pourront pas se plaindre, entre guillemets. Si on se vote, bah, tant pis pour nous. Et si ça leur plaît, tant mieux, ils auront vu un film gratuitement, quoi. Et il sera, j'espère, pour toute la vie, jusqu'à ce que je meure, même plus longtemps après, sur Internet, quoi. Et donc du coup, on a commencé à monter ce petit projet-là. On s'est entouré d'une productrice de Golden Moustache. On est arrivé avec un dossier clé en main. Avec le producteur pour lui proposer, essayer de voir, et en fait il a dit oui tout de suite, donc c'était assez étonnant, mais il a dit je sais pas comment on va trouver l'argent, mais on va trouver, on va se débrouiller. On avait fait un budget qui était vraiment serré, hein. C'est vraiment une manière de faire des films qui est très complexe, c'est vraiment très alternatif, quoi. C'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a, je l'avais regardé du coup il y a pas très longtemps, mais il y a pas mal de lieux en commun, par exemple. Enfin, c'est pas dans beaucoup de lieux différents. Et ça fait partie des économies que tu peux faire facilement. Ouais, quand tu regardes bien, tu te rends compte. Mais votre nom, et puis c'est aussi un film fantastique sans fantastique à l'image, quasiment. Tu vois, c'est comme Le Visiteur du Futur, hein, où on veut faire du fantastique, et là c'est des échanges de corps. À part 2-3 plans dans le film où il y a des échanges de corps avec un petit effet spécial, le reste du temps c'est 2 gens qui se touchent la main, et tu mets un petit bruitage, voilà, et tu crois, quoi. Si ça joue à peu près bien, tu peux y croire, quoi. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, il y a eu un making-of qui est sorti pour raconter les coulisses des Dissociés. Et je voulais qu'on écoute un petit peu donc, Adrien Labastille, donc, le patron de Golden Moustache, et Julie Coudry, donc, la directrice de production sur le film. Voilà, ils parlent un petit peu du lancement de ce projet. Moi je pensais qu'ils allaient me proposer de faire 1 ou 2 vidéos, un truc comme ça. Et ils m'ont dit, voilà, notre projet, ça serait plutôt de faire une seule vidéo, très longue, un film. Moi j'ai un peu tiqué au départ parce que je me suis demandé immédiatement comment ils voyaient le financement, le budget, etc. Aujourd'hui, quand on fait un programme audiovisuel, en général, le financement est assez calibré. Nous, notre problème, c'est que on voulait faire un film sur Internet, gratuit pour le consommateur. Ça n'existe pas. Donc il fallait réfléchir à des modes un peu alternatifs de financement.
Alors justement, donc ces modes alternatifs de financement, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé l'argent pour financer 1h15 de film sur Internet? Ouais, et pour le rendre à peu près à l'équilibre, l'idée c'était de pas perdre trop d'argent. On savait que ça serait compliqué d'en gagner. L'idée c'était de pas trop en perdre. On a tous fait ce projet pour que ça nous fasse une petite vitrine, un truc sympa à montrer aux gens, quoi. Et donc une des premières solutions qu'on avait, et la principale, du coup celle qui a financé principalement le film, c'est le placement de produits. Mais pas forcément dans le sens où on l'entend, parce que maintenant les gens voient beaucoup de placement de produits comme quelque chose de diabolique, quelque chose qu'on va rajouter dans la vidéo, mais plus une manière entre guillemets traditionnelle de faire du placement de produits. Justement, on s'est tourné vers une boîte de placement de produits, parce qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour le cinéma. Donc nous on s'est tourné vers une boîte qui s'appelle Il Valais, et qui en fait fait du placement de produits sur scénario. En fait, nous on leur a donné la première version du scénario, et ensuite ils regardent, et en fait quand tu écris un scénario, il y a forcément des objets, quoi. Il y a forcément des voitures, il y a forcément des téléphones, des télés, en tout cas si ça se passe, vu que ça se passait dans notre monde actuel, il y a beaucoup de choses, quoi. Et quand tu es scénariste, en général tu t'en fous si la voiture c'est une BM, si c'est une Mercedes, la marque importe peu. Il y a la gamme éventuellement, tu vas dire bah non, ils se déplacent pas en Mercedes, plutôt en Peugeot, donc allez plutôt chercher chez Peugeot, Renault que chez Mercedes. Tu peux éventuellement aiguiller, mais après en général, tu t'en fous un peu. Tu dis, bah, si à celui qui donne le plus, s'il y a Renault qui préfère, on va prendre Renault. Là, c'est des exemples, hein, ils sont pas du tout dans le film. Il y a pas de placement de voiture, mais donc voilà. Et donc ensuite, l'idée, c'est de rien rajouter justement au scénario, quoi. C'est de juste utiliser le scénario comme un endroit. Tu vois, par exemple, il y a une marque de téléphone qui nous a donné de l'argent, et s'ils nous avaient pas donné de l'argent, on aurait tourné avec des iPhones. Tu vois, ils le savaient. Tout le monde a des nous. On a tous des iPhones sur nous, donc on aurait pris nos téléphones et ils le savent. C'est pour ça qu'Apple fait jamais de placement de produits, c'est qu'ils savent qu'ils sont déjà très présents partout, parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur téléphone. Mais du coup, pour les marques, tu vois, concurrentes, bah, pour eux, c'est une manière d'exister un petit peu, parce que quand tu vois des marques au cinéma ou dans des films, dans des séries, elles existent un peu, elles deviennent réelles, quoi. Tu vois, si tu vois ce téléphone que tu n'as jamais vu dans ta vie, partout dans toutes les séries et tout, tu vas dire, mais c'est quoi ce téléphone? Il est intéressant. Et donc voilà, c'était une manière. Mais après, c'est une manière de travailler qui est quand même compliquée, parce que nous, en plus, on était un peu à cheval, vu que c'est Internet, c'était pas très clair pour les marques. On a dû se battre un petit peu quand même pour que ça. Justement, qu'on tombe pas dans la pub et que ça reste un film avec juste des fois des objets. Sans voilà. gros zoom sur des bougies. Exactement, on a interdit les gros plans mais sur les logos, tout ça et tout. Mais donc voilà, c'était un petit peu fatigant, surtout que c'était des délais en fait très complexes pour l'agence de placement de produits, parce que c'est des délais avec lesquels ils travaillent jamais habituellement, quoi, parce qu'un film ça prend des années à produire pour le cinéma traditionnel. Nous, c'était, on leur a donné le script, on leur a dit pour dans 2 semaines, il faut tant d'argent. Donc c'était un peu compliqué, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est eux qui vont voir les marques, quoi. C'est pas les marques qui viennent à toi, comme tu vois par exemple pour Angina, pour Mission 404, où ils viennent, ils disent qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Là, c'est vraiment l'agence qui va voir les marques, qui dit on a besoin d'un téléphone dans tel film, est-ce que ça vous intéresse, etc., quoi. Alors, donc là, c'était un film qui était diffusé sur Internet. Il y a d'autres vidéastes, d'autres youtubeurs célèbres qui se sont tentés leur chance au cinéma ou à la télévision. Perrine, est-ce que tu peux nous citer rapidement un petit peu quelques vidéastes qui ont tenté leur chance comme ça? Du coup, ouais, donc ça a commencé à peu près en 2013, en tout cas c'est le plus ancien que j'ai trouvé, avec Norman Tavo et Pas très normale activité. Donc c'était une comédie française qui est une sorte de parodie de la saga Paranormal Activity, sauf que cette fois ça se passe dans la Creuse. Et donc c'est Norman qui est dans l'un des rôles principaux. Après, on a vu pas mal de second rôles ou de petits rôles, des petites apparitions. Il y avait Marion Séclin dans un film qui s'appelait Daddy Cool, que je n'ai absolument qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça que voilà. ça me rassure. Il y a Yvick Le Texier, je suis pas sûre de bien le prononcer, donc Mister V en fait, qui donne la réplique à Ramsey dans Pattaya, et il est dans Camping 3 aussi avec Franck Dubosc. Très énervé. Ce que je n'avais pas du tout vu à l'époque. Je suis même pas sûre d'avoir vu le 3. Et en fait, lui, donc, il a fait son premier vrai grand rôle en 2017, du coup, dans Le Manoir, en fait, qui a la particularité d'avoir été pas réalisé, mais scénarisé par des vidéastes. Donc, il y avait Marc Jarousseau, donc Kemar. Et donc, lui joue dedans également. Il y a aussi Natou, Ludovic avec un K, Jérôme Niel, Vincent Tirel, qui était aussi dans Les Dissociés, du coup. Donc voilà, et après il y a tout ce qui est aussi télévision. Donc il y en a qui font des chroniques, je pense à Hugo Décrypte qui était sur LCI là,
ces derniers mois. Et il y a également des petites séries humoristiques presque adultes sur TF1. Oui, cet été, donc qui a c'est été avec diffusé. Cyprien, Norman, Natou, avec Flaubert et Julien Josselin. Alors, donc au scénario. J'en profite, je fais une mini parenthèse pour vous conseiller d'écouter MDR, donc un podcast qui parle des comédies françaises et qui a parlé d'un certain nombre de ces comédies. Simplement, dernière question, autre question, Perrine, est-ce que ces films ont pu trouver leur public comme a pu le trouver les dissociés sur Internet? Alors du coup, plus ou moins, Les Dissociés, c'était 5 millions de vues, c'est ça? Actuellement, oui. Donc pas très normale activité, je vais pas le cacher, ça n'a pas si bien marché que ça. C'était 153 000 entrées dans les 2 premières semaines, bon c'est quand même très bien. Mais à titre de comparaison, par exemple, Épouse-moi mon pote, qui est une comédie qui est sortie récemment, a fait 1 600 000 entrées. Sur le même laps de temps. Je me garderai tout commentaire sur ce film. Voilà, il n'a pas du tout plu à celui qui est à côté de moi. Sinon, Alibi.com, donc où là, Norman avait pour le coup juste un rôle secondaire, a un peu mieux marché. C'est 1,9 million d'entrées, ce qui est vraiment pas mal. Et Le Manoir, ça varie, il n'y a pas des chiffres très clairs. En gros, la première semaine, on est sur du 105 000 entrées. C'est difficile de savoir ce que ça a donné. Apparemment, ça a doublé après, mais oui, voilà. Et côté série, presque adulte, en fait, c'est un peu contrasté. Ils ont commencé avec des super audiences, honnêtement. C'était 4,2 millions de téléspectateurs pour sur les TF1, premiers. Ce qui est bien, ouais, un samedi sur soir. TF1, donc c'était vraiment chouette. Et après, ça a un peu baissé. Enfin, ça a oscillé, en gros, entre 1 et 3 millions. C'était aussi la période de l'été, donc on peut se dire que c'est peut-être lié, puisqu'après, ça a remonté fin août. Et c'était à 3 millions. Alors, donc, il y a le film du Palma Show aussi, on oublie trop souvent. Oui, le film du Palma Show. Oui, parce que c'est vrai qu'ils ils ont fait beaucoup de télé, mais ils ont fait beaucoup de télé. Ouais. Mais oui, c'est les comme folles y a aventures de d'autres, Max et Léon. Exactement, ouais. Qui est sorti l'année dernière, en 2017, puisque nous sommes en 2018. Donc Julien, simplement, après avoir parlé de tout ça, tu as dit récemment dans une vidéo que tu venais de finir l'écriture d'un long métrage avec Raphaël Descraques. Et je voulais savoir si c'était un film pour Internet, pour le cinéma, et si le cinéma te tentait, te donnait vraiment envie en fait. Oh bah bien sûr, ouais, si on a fait Les Dissociés justement avec notre couteau, pour pas donner toute l'expression, oui, c'est justement parce qu'on rêve de faire du cinéma. On était très satisfait d'avoir fait Les Dissociés parce qu'on avait fait notre cinéma. On est très content de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a tourné, et de la sueur, les litres de sueur qui sont tombés de nos fronts. Mais en effet, non, on y pense beaucoup. Et donc ouais, là, avec Raph, on vient de finir la V1. Hein. C'est pas encore du tout une version présentable, mais on est déjà content parce que c'est le trajet le plus compliqué d'aller jusqu'à la V1 en général. Donc on a écrit la V1 d'un nouveau film là. Et puis sachant que Raph lui aussi bosse sur pas mal d'autres projets de films aussi. Donc non, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On a la chance avec Les Dissociés d'avoir un petit peu un regard plus facile sur nos projets maintenant qu'il y a certains producteurs qui nous connaissent un petit peu plus. Nos scripts sont pas tout en bas de la pile, c'est ce que je dis souvent, donc c'est déjà incroyable en fait parce que c'est le plus dur, hein. Il y a tellement les producteurs reçoivent tellement de scripts que voilà, le plus dur c'est d'être lu déjà en fait, tout simplement. C'est même pas d'écrire un bon film, c'est d'être lu en fait, et ensuite d'être apprécié, c'est sûr, mais le plus dur c'est vraiment parce que se taper 100 pages c'est quand même long quoi, donc faut avoir envie de s'en taper. Après il y en a, c'est leur métier, ils passent leur journée à lire des 100 pages et des 150 mais donc ouais, non, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et après en effet, celui-ci pour l'instant on le destine plus au cinéma traditionnel entre guillemets, comme on dit, parce qu'en plus c'est un film beaucoup plus ambitieux pour le coup que ce qu'on a écrit avec Les Dissociés. En termes de budget, de production, ça serait un peu compliqué, je pense, en autoproduction ou production un peu réduite comme pour Les Dissociés, quoi. Donc voilà, on va voir. Après, on sait qu'on se lance dans une aventure qui peut durer des années, hein, parce que je pense à la bande à Fifi qui a fait Babysitting. Ils ont mis 10 ans en fait à faire leur film. Donc ils ont mis 10 ans à convaincre des gens de faire leur film. Mais maintenant, il y en a un qui sort tous les ans ou tous les 6 mois. Maintenant que ça a fait un carton, ils sont bien. Et donc voilà, on sait qu'il faut s'accrocher, que ça peut être très long. Après, ça peut être fait très rapidement aussi, hein. Le Manoir, c'est lancé à une vitesse folle. Nous, je me souviens encore de Marc qui me disait oui, je bosse sur un film, et puis juste après on le tourne, d'accord. C'est allé très très vite. Donc des fois ça peut aller vite, des fois ça peut prendre du temps. Donc voilà, on sait que ce sera peut-être pas notre prochain projet, ça se trouve on va écrire autre chose entre temps qui va se faire avant. Donc voilà, c'est un de nos projets en effet. Mais non, on est content. Moi j'adore écrire du long métrage, c'est vraiment c'est assez incroyable. Et en plus avec Raphaël Descraques on s'entend très bien, donc peut-être qu'on vous invitera à nouveau pour en parler quand plaisir. il sortira ici. Simplement, avant de nous quitter, je voulais vous demander à chacun une petite recommandation. Perrine? Oui, alors moi
Je vais encore me foirer sur la prononciation, c'est du latin. C'est primum non serré. Vincent vous mettra un lien a priori. Donc c'est un médecin en fait qui fait des vidéos santé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il mêle un petit peu la santé et l'histoire. C'est toujours assez intéressant. Il a notamment fait une vidéo super intéressante sur la chirurgie reconstructrice qui met en lien avec les gueules cassées pendant la guerre, etc. Ou une vidéo super cool sur les scanners et les Beatles. Enfin voilà. Je vous invite à regarder ça. C'est très intriguant. Julien, pour ta part, tu as une chaîne en tête? Oui, même s'il commence un petit peu à être connu, mais moi j'aime beaucoup les Parasites. Je ne sais pas si vous connaissez, qui font beaucoup de fiction, beaucoup de courts-métrages un petit peu plus traditionnels comme on fait en général dans les festivals, tu vois, de courts-métrages. Et ils sont assez incroyables, ils sont très très jeunes. Enfin très jeunes, oui, ils sont quand même jeunes. Et surtout, c'est assez impressionnant de voir à quel point ils sont jeunes et à quel point ils font des trucs incroyables. C'est même frustrant. Mais non, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Ils ont même fait un documentaire récemment qui s'appelle La Boucherie Éthique, que je vous conseille vraiment d'aller voir, qui est assez incroyable. Et non, voilà, ils sont fous et ils sont déjà, je pense, ils en vivent pas encore, je crois d'ailleurs, c'est dommage, mais j'espère que pour eux ça va arriver bientôt. Ouais. On leur souhaite. Alors, pour ma part, moi je vais recommander rapidement la chaîne de la développeuse du dimanche. C'est une jeune femme qui est game designeuse et qui s'est donnée pour défi de créer un jeu vidéo elle-même. Et donc elle filme son aventure, elle fait des carnets de bord. Et voilà, c'est toujours fait avec beaucoup de pédagogie. Moi j'ai particulièrement aimé ce moment où elle raconte un petit peu comment travailler les mécanismes d'interaction avec des ennemis dans un jeu vidéo, où elle explique qu'il y avait un bug à un moment qui rendait les ennemis invincibles. Donc elle était un petit peu bloquée par rapport à ça. Donc voilà, donc son nom, je vous conseille fortement d'aller voir, la développeuse du dimanche. C'est la fin de cette émission, c'était la première de 2018. Merci beaucoup à Julien Josselin et à Perrine Signoret d'être venus dans nos tubes. Merci à Charlène Nouillou à la technique et à mon camarade David Honora pour la préparation. Et bien sûr aussi à toute l'équipe de Binge Audio qui rend ce podcast possible. Merci de nous avoir écoutés. Encore bonne année à toutes et à tous et à très vite.